Bonjour à tous, dernière partie du chapitre cohésion des solides ioniques et moléculaires et commençons tout de suite par le cas des solides ioniques. Alors on va reprendre notre exemple d'introduction, à savoir le sel de table. Vous le savez tous, le sel en fait, donc c'est ce qu'on appelle du chlorure de sodium. Donc le chlorure de sodium, vient liaison chlorure, CCl-, liaison sodium, ça Na+. On ne refait pas l'histoire hein, pour expliquer pourquoi on a fait une liaison ionique, hein. Je vous renvoie directement à la vidéo précédente et la différence d'électronégativité entre ces deux éléments. Et en fait, le sel n'est pas fait que d'un ion chlorure et que d'un ion sodium, hein, il y en a toute une multitude qui se trouvent être bien ordonnés, bien rangés les uns par rapport aux autres, d'accord, bien structurés. Et souvent, pour mieux se rendre compte de cette structure, on a généralement tendance à représenter des petits traits comme ça qui lient les ions entre eux. Attention, ces traits ne sont pas des liaisons covalentes ou quoi que ce soit, c'est uniquement des traits esthétiques, j'ai envie de dire, en tout cas pour nous permettre de nous rendre compte de l'enchaînement des ions les uns par rapport aux autres. Donc voici une autre façon de représenter les choses avec une petite vue du dessus, puis c'est un petit peu plus stylisé. Comment on peut expliquer la cohésion des solides ioniques? Bah, tout simplement, vous l'avez bien compris, si vous avez des ions chlorure et des ions sodium, on va bien sûr faire appel à Coulomb et Coulomb nous dit, bah, si vous avez des charges plus et des charges moins, il y aura, attraction, on le doit donc l'attraction sera liée, sera modélisée pardon, par la force donc dite de Coulomb. Mais la remarque qu'il faut bien retenir, c'est qu'il n'y a pas que des interactions attractives. En effet, si je prends l'ion chlorure ici, il n'est pas qu'en interaction avec les ions sodium voisins. Il sera aussi en interaction avec d'autres ions chlorure à proximité de l'ion ici chlorure. On peut faire le même raisonnement avec les ions sodium. Il y a à la fois des interactions attractives, mais aussi répulsives. Et en fait, c'est cet équilibre entre attraction répulsive et attractive qui va expliquer la cohésion des solides. Donc la cohésion des solides ioniques peut être modélisée par l'interaction électrostatique entre les ions du solide ionique qui répond pardon, à la loi de Coulomb. Alors, j'aimerais aussi attirer votre attention sur autre chose, à savoir la notation des solides ioniques. C'est un petit peu particulier, mais en fait, c'est assez simple à maîtriser. Le solide ionique est électriquement neutre. Si on fait l'inventaire des ions présents dans le chlorure de sodium, il y a des ions sodium, Na+, et des ions chlorure. Donc on voit bien qu'en termes de proportion, il faut un ion sodium pour un ion chlorure pour respecter cette électroneutralité. Autrement dit, je peux très bien me permettre de noter ce solide ionique de la façon suivante, Na1, Cl-1. Alors pourquoi on privilégie cette notation? Parce que quand on écrit la formule des solides, on ne veut pas faire apparaître les charges. Or, vous le savez, en chimie, le chiffre 1 est toujours sous-entendu, d'où la notation NaCl. On met un petit S parfois en bas à droite pour rappeler qu'on a affaire à un solide. Attention, c'est pas une formule brute, le mot formule brute est uniquement réservé pour les molécules, on a bien affaire à ce qu'on appelle une formule statistique. Alors, je vous sens intrigué, je sens que vous avez envie d'appliquer, de trouver la formule statistique d'un autre solide ionique. Alors pas de défi, hein, je vous rassure, mais une autre application, la fluorine. La fluorine, elle est faite d'ions calcium, Ca2+, et d'ions fluorure F-. Donc le raisonnement pour trouver la formule statistique, c'est le même. Vous recensez d'abord les ions que vous avez et vous cherchez les proportions pour pouvoir en déduire, pour pouvoir garantir l'électroneutralité du solide ionique. Donc en l'occurrence, ça va être un ion Ca2+, pour 2 ions F-, pour qu'il y ait autant de charge plus que de charge moins au final. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, les proportions, vous indiquez en bas à droite des symboles des éléments et vous effacez entre guillemets les charges. Donc ça va être Ca1, F2, mais je vous sais maintenant expert des notations en chimie. Le 1 étant implicite en chimie, on va donc écrire CaF2. Alors qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien, on va retenir qu'un solide ionique est uniquement constitué d'anions et de cations, en proportion telle que le solide ionique est théoriquement neutre. Et j'aurais dû aussi rajouter qu'on a affaire à un empilement régulier, ordonné, structuré. Et quand on parle de solide ionique, c'est la même chose aussi que cristal ionique, mais ça, vous le saviez déjà. Alors, on va maintenant rentrer dans une autre dimension, entre guillemets, puisqu'on va parler maintenant des solides moléculaires. Deux types de molécules, les molécules polaires et apolaires. Commençons par les molécules polaires. Leur barycentre des charges partielles positives et négatives ne coïncide pas. Ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Le barycentre des charges négatives d'une molécule va être attiré par le barycentre des charges partielles positives d'une autre molécule.
Eh bien, cette interprétation, cette modélisation, on la doit à Van der Waals. Du coup, s'il y a attraction, on comprend bien qu'il y aura cohésion. Alors, Van der Waals, pardon, il y a un prix Nobel en 1910, c'est un prix Nobel de physique, pour ses travaux sur l'équation d'état des gaz et des liquides. Comment ça se passe quand on a affaire à des molécules apolaires? Alors, on peut faire un petit détour par un appareil qui est l'électroscope. L'électroscope, donc, c'est un ensemble avec un plateau, une tige verticale et puis donc un petit feuillet qui est aussi métallique, hein, comme la tige verticale, mais sauf que ce petit feuillet métallique, lui, il est mobile, contrairement à la tige verticale. Ce que je vous propose de faire, c'est d'approcher de ce plateau une tige en plastique qu'on a frottée et donc qui va être chargée. Si on approche du plateau, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que la petite feuille mobile métallique s'écarte de la tige fixe verticale. Alors on va proposer une modélisation, une interprétation. Eh bien regardez, on va supposer que la baguette, quand on l'a frottée, on lui a transféré des électrons, donc elle a été chargée négativement. En l'approchant du plateau, les électrons, donc ils étaient initialement uniformément répartis dans tout le système, eh bien à l'approche de ces charges négatives par influence, les électrons qui étaient par ici se sont déplacés en bas de la tige. Or, la tige verticale et la tige donc mobile étaient toutes les deux donc se retrouvent avec un excès de charge local, d'où une répulsion. Donc c'est par l'influence, j'ai envie de dire, ici de l'apport des charges négatives sur le support du bâton, qu'il y a eu un déplacement des charges dans le système, alors que ça reste électriquement neutre. Eh bien, on peut faire une analogie avec ce qui se passe, par exemple, on va commencer doucement, hein, de deux atomes. Imaginons que si on rapproche deux atomes l'un de l'autre, eh bien, on peut avoir typiquement le noyau qui va, enfin, les charges des électrons vont par exemple se délocaliser préférentiellement vers le noyau et ces électrons ainsi vont repousser les autres électrons du deuxième atome. On peut aussi étendre ça à un raisonnement au niveau des molécules. Cette fois, ça va être le nuage des électrons qui entourent les molécules qui vont être en interaction et donc se repousser. Alors, ces interactions-là dites de Van der Waals, comment on peut les caractériser? D'abord, elles sont toujours attractives, hein. C'est ce qui fait qu'elles ne sont pas à assimiler à des interactions de Coulomb, qui elles, vous l'avez compris, peuvent être attractives ou répulsives, hein, en fonction du signe des charges. Elles sont de courte portée, de l'ordre du nanomètre, ce qui est typiquement la taille des molécules. Elles sont peu intenses, en particulier par rapport à des liaisons covalentes, et elles sont temporaires. Autrement dit, c'est ça qu'il faut retenir à mon avis, même si on n'a pas compris tout ce qui précède, pour faire chic aux soirées de l'ambassadeur, dites la chose suivante: la cohésion des solides moléculaires peut être modélisée par les interactions de Van der Waals, qui sont des interactions électriques, à ne pas confondre, qui ne sont pas du même ordre, hein, du même registre que les interactions de Coulomb, puisque les interactions de Van der Waals sont toujours attractives, et ce sont des interactions électriques qui concernent les nuages électroniques des molécules. Donc ça fait très chic de dire tout ça, hein. Alors, une application très connue des interactions de Van der Waals, c'est bien sûr le gecko. Au bout des pattes du gecko, il y a des fils très très petits, hein, de l'ordre de la taille d'une molécule. Et ainsi, ces fils-là vont rentrer en interaction avec les supports avec lesquels ils seront en contact. Et les interactions en question seront des interactions de Van der Waals, donc des interactions attractives. C'est ce qui explique que le gecko peut se déplacer sur tout support sans tomber, que ce soit verticalement, enfin même des supports verticaux, mais surtout tout support, c'est-à-dire y compris du verre. Donc ça, c'est un truc assez impressionnant. Donc ça, c'est grâce aux interactions de Van der Waals qui sont donc des interactions attractives entre les petits fils entre guillemets des pattes du gecko et le support sur lequel le gecko se déplace. Alors pour terminer, on ne peut pas finir sans parler d'une des interactions de Van der Waals très connue et très intense, c'est la liaison hydrogène. Alors à quel moment a-t-on une liaison hydrogène? Bien si le portrait robot du décor. Il vous faut deux molécules. La première, bien sûr, qui contient l'atome d'hydrogène, sinon le nom n'aurait pas trop de sens. Et cet atome d'hydrogène, il faut qu'il soit lié à un atome beaucoup plus électronégatif que lui. Pardon. Ainsi, on a une liaison polarisée. L'autre molécule en question, il lui faut un atome électronégatif, et cet atome, il lui faut un doublet non liant. Je vous rappelle que le doublet est une paire d'électrons. C'est ce qui explique qu'il y aura une attraction entre l'hydrogène et ce doublet non liant. Et cette attraction, cette interaction, on l'appelle liaison hydrogène. On met des pointillés parce que ce n'est pas une liaison covalente. D'accord, il faut bien avoir ça en tête. C'est bel et bien juste une interaction entre un atome d'hydrogène et un doublet non liant. Alors, comme elle fait partie des interactions de Van der Waals, pardon,
La liaison hydrogène est toujours attractive. Elle est aussi de courte portée. C'est la plus intense des liaisons ouais, j'ai fait une faute de frappe, pardon, il faut corriger bien sûr. C'est la plus intense des interactions de Van der Waals, hein, et elle est également temporaire. Donc ici, j'ai mis en mots, le petit schéma qui précède, donc à vous de voir ce que vous préférez. Et puis bien sûr, une application très connue, c'est les molécules d'eau, tout simplement. Les molécules d'eau, c'est le top parce que c'est à la fois le statut de la première molécule de gauche et à la fois le statut de la molécule de droite. Je m'explique. La molécule d'eau présente un atome électronégatif, l'oxygène, et puis l'atome d'hydrogène. Donc on est typiquement dans la configuration de la molécule de gauche ici, là, à H. Et puis la molécule d'eau, bah, elle comporte un atome qui possède au moins un doublet non liant, en l'occurrence 2 pour l'atome d'oxygène. Donc on a des petites interactions comme ça, des petites liaisons d'hydrogène, qui vont expliquer la cohésion de l'eau, la stabilité de l'eau en tout cas, de la glace, donc de l'eau à l'état solide. Voilà, donc ceci met un terme à ce chapitre sur la cohésion des solides ioniques et moléculaires. Je vous dis à bientôt pour d'autres cours de physique et de chimie.